Du sud. Mais quel début d'année, franchement. J'ai jamais vu ça. Moi, je réalise que j'étais aux fêtes de fin d'année, encore en train de digérer ma dinde. Je montrais Avatar à mes gosses en leur disant « Regardez, vous avez vu comme ils sont méchants les soldats américains avec les navis. Ils font tout ça pour s'approprier les ressources de Pandora. Mais vous inquiétez pas, dans le monde réel, c'est complètement différent. » Et on arrête le film, on allume la radio, et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Trump a enlevé le président du Venezuela, et maintenant il dit que c'est lui, le président de ce pays. Et il veut faire la même chose avec le Groenland, la Colombie. Pendant ce temps-là, t'as sa police qui tire sur des mères de famille dans la rue de 3 balles dans la tête. Et tout ça, on est à peine mi-janvier. Et je sais pas qui écrit le scénario de 2026, mais j'ai envie de lui dire de se ménager un petit peu. Parce qu'à cette vitesse-là, il tiendra pas l'année. Et sincèrement, nous non plus. Si vous avez des enfants, il est probable qu'en tant que parent, vous ayez durant les années précédentes entendu parler de Danaël, Razia, Chimie, Griff ou encore Jadina. Les célèbres légendaires, ces personnages de BD, des héros de fantasy redevenus enfants qui luttent pour faire régner la justice dans le royaume d'Alysia. Véritable carton de la BD jeunesse qui a donné des suites, des adaptations en dessin animé et désormais un long métrage d'animation. Tout cet univers foisonnant n'aurait jamais pu voir le jour sans l'imagination d'un homme, de son créateur, et on est hyper fiers de l'avoir avec nous. Patrick Sobral, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick, dès le lancement de Spin-Off sur la plateforme du Studio 17, j'ai annoncé ta venue. D'accord. Pour parler des légendaires. Et ma première question, les légendaires sont des adultes qui sont redevenus des enfants. Donc là, Patrick, je te demande, quel type d'enfant étais-tu ? L'opposé des légendaires, probablement. C'est-à-dire que j'étais pas du tout du genre partir à l'aventure. J'étais plutôt un garçon sage, très timide. J'avais pas spécialement de copains, donc ni frère ni sœur. Donc vraiment un gamin assez unique, moi. Voilà, donc assez solitaire. Et c'est ce qui a fait en fait que je me suis réfugié dans la lecture. Alors d'abord des comics. J'ai vraiment grandi avec toute l'époque John Byrne et Chris Claremont sur les X-Men. Donc spécial Strange, ouais, Strange. Exactement. Et puis quand sont arrivées les séries, alors il y en avait déjà eu quelques-unes, séries japonaises animées comme Goldorak, Albator, que j'avais regardé étant petit, mais ça m'avait pas influencé plus que ça. Mais quand sont arrivés ensuite Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque, alors là j'avais trouvé mes maîtres spirituels qui allaient être ceux qui allaient me guider. Je le savais pas à l'époque, mais maintenant je le sais le reste de ma vie, quoi. T'es originaire de quelle région ? Ah, je suis de Limoges. D'accord. Ouais, Haute-Vienne. J'habite juste à côté maintenant, donc je pense que je crèverai là-dedans dans cet univers-là. Non, je me vois pas aller ailleurs, franchement. Je suis bien dans mon petit coin. C'est calme, c'est tranquille. Ça me ressemble assez finalement. Quoique si un jour peut-être le Canada. J'ai eu quelques expériences de dédicaces. Donc c'est soit Haute-Vienne, soit le Canada. Exactement. Oui, oui, entre les deux, je me disais qu'il y avait quand même pas mal de choix. Non, mais c'est vrai que j'ai fait quelques dédicaces au Canada et au Québec. Il y a quelques années, et je suis vraiment tombé amoureux des gens là-bas. C'est plus que l'endroit, c'est vraiment les gens. Ils ont une autre mentalité, ils sont beaucoup plus heureux de la vie, c'est reposant en fait d'être là-bas. Oui, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs semaines là-bas parce que mon épouse travaillait à Montréal et donc il y a passé 3 mois et effectivement surtout quand on vient directement de Paris et on se le retour est dur, il y a pas que le choc et pas seulement thermique, hein. C'est marrant, la langue est quand même similaire mais les mentalités pas du tout. On a l'impression que c'est un monde parallèle où la France aurait évolué différemment, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et d'ailleurs ils parlent mieux français que nous, c'est assez bluffant quand même, hein. Le langage est beaucoup plus châtié, beaucoup plus de politesse et tout, et ça c'est super agréable quand même. Et donc comment tes parents vivaient ton amour de ces séries? Est-ce que c'était vraiment les parents des années 70-80, c'est-à-dire qu'ils disaient ouais c'est bon, fais ton truc. Ils s'en fichaient royalement, parce que c'était en journée de toute façon qu'il y avait le Club Dorothée, et la journée eux ils travaillaient. Et quand ils rentraient le soir, moi j'avais déjà fini de regarder mes séries animées, puis je faisais mes devoirs. Donc ils savaient que j'aimais ça, mais à aucun moment ils s'y sont intéressés. Et même pourtant j'étais adulte à ce moment-là, même lorsque j'ai annoncé que j'allais devenir auteur BD,
je quitte le job que je faisais, j'étais décorateur sous porcelaine, et je leur ai dit, voilà, je me lance, je fais de la BD. Pour mon père, surtout, c'était, oh, mais je faisais la connerie de ma vie. C'est comme si je lui disais, papa, j'arrête médecine, je veux faire clown. Donc pour lui, c'était pas du tout un métier. Bon, maintenant, il a un peu revu sa copie, mais c'est dire à quel point, non, c'était tellement pas leur culture. Puis mes parents venaient du Portugal, un environnement beaucoup plus rural où c'est vraiment le labeur qui paye. Donc toute la partie divertissement, culture, tout ça, ça leur parlait pas du tout, quoi. Oui, après, il y a quand même aussi justement l'idée de planter des graines et de voir quelque chose germer beaucoup plus tard. Oui, mais pour eux, c'était pas le cas. Hein. C'était pour pas le dessin, pour eux, poussait. c'est absolument pas quelque chose qui un jour allait m'ouvrir. Même si finalement, ça m'a ouvert les portes de mon premier job, décorateur sur porcelaine, parce que ça touchait au dessin, c'était très précis, tout ça. Donc mes parents, à la limite, ils m'ont orienté vers ce genre de métier. Parce que ça faisait appel au dessin, c'était la seule chose dans laquelle j'étais bonne au collège. Mais par la suite, en aucun cas, ils imaginaient que la BD, même s'ils savaient que j'en lisais beaucoup, serait un jour ma voie professionnelle, quoi. Et surtout qu'en plus, dessinateur sur porcelaine à Limoges, oui. Logiquement, c'est the place to be. Ouais, mais j'aurais pu rester, j'y serais encore probablement. J'avais une bonne place en plus, j'étais plutôt bien payé. Non, franchement, artistiquement, c'était cool. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose au bout d'un moment. Je me disais, je tourne en rond, ma vie n'avance plus. Et puis j'ai eu quelques expériences, je sais pas si on peut les évoquer ici, mais en fait, ce qui a vraiment changé les choses, c'est un concours de BD lancé par les éditions Tonkam. Oui. Tonkam, qui est l'une des premières maisons d'édition à avoir publié du manga en format manga, de lecture, manga. Oui, avec la fameuse boutique Tonkam. Et voilà. Et donc, ils avaient lancé un concours de BD. Il fallait faire une BD de 16 ou 32 pages sur le thème des anges. Ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait une BD en noir et blanc de 32 pages, très Sanseiya quand même dans l'esprit. Et j'ai été l'un des 11 auteurs publiés dans un recueil. Quelques temps plus tard, 11 sur 700 et quelques participants, donc j'étais plutôt fier de moi pour le coup. Et ça a été ma première véritable expérience de publication. Donc déjà dans ma tête je me disais tiens, les pros reconnaissent mon travail. Et tu avais fait des écoles d'art avant? Non, rien du tout. J'ai juste fait un CAP décorateur sur porcelaine. D'accord. Donc ça m'a donné probablement le geste sûr, rapide, parce que c'était à la pièce, il fallait un peu dépoter. Donc ça m'a donné le sens de la rapidité, de l'efficacité probablement. Sinon j'ai fait aucune école de BD, ni beaux-arts, ni quoi que ce soit. Autodidacte. En fait, ce que je faisais, je pense que ce qui m'a donné mon dessin actuel, c'est que j'enregistrais les épisodes de Sanseiya qui passaient à la télé. Je mettais sur pause ensuite les épisodes et puis je recopiais comme ça les personnages. Puis une fois que j'avais bien dessiné, je faisais des fanfictions avec. J'imaginais d'autres aventures des Chevaliers du Zodiaque. J'ai fait une BD de 168 pages des Chevaliers du Zodiaque quand j'avais 17-18 ans, en noir et blanc, en creux de Chine, j'avais pas d'ordi et tout. Mais ça montre à quel point j'étais passionné déjà par ce genre de graphisme. Et alors justement, dans cette BD, parce que à l'époque des Chevaliers du Zodiaque de Sanseiya, et d'ailleurs je le rappelle, j'arrêtais déjà pas de le dire pendant Blockbuster, mais il faut pas oublier qu'avant Dragon Ball, le GOAT, comme on dit aujourd'hui, c'était les Chevaliers du Zodiaque, c'était vraiment la série. Je dirais même pas avant, je dirais que c'était vraiment deux écoles. Ah oui, mais moi je me souviens c'est Poudlard et Serpentard, quoi. Oui, mais avec les figurines et tout, qui valaient la peau des fesses. Et qui était quand même assez moche à l'époque. Oui, le premier Myclose, fallait être fan. Fallait être fan. Et ma question, c'est quel était ton Chevalier du Zodiaque préféré? Sean, Andromède. Parce que c'était le seul qui voulait pas se battre, c'était le seul qui était pas fait pour ça. Et quand il envoyait la sauce, par contre, il dépotait tout, quoi. Et moi, j'adorais ce genre de personnage qui est obligé de faire les choses. C'est pas un bagarreur et tout. Et pourtant, respect quand il s'émettait, avec toujours le souci de vouloir épargner l'ennemi, que quoi qu'il soit démoniaque. J'aimais beaucoup. Il se détachait des autres, ouais, clairement. Et ça rejoint la personnalité du petit Patrick Sobral, réservé. Oui, peut-être. J'avais jamais fait cette analyse, mais en effet, peut-être que justement, c'est peut-être le personnage qui me ressemblait le plus, le plus discret, le plus effacé, peut-être, le plus sensible de la bande. Ouais. Mais de toute façon, je trouve que ça devrait même être un test en psychologie. Quel chevalier Zodiac es-tu? Et voilà, celui qui va me dire moi je suis Iki, je dis alors lui red flag. Vous mettez pas en couple avec lui, non. Il va être compliqué. Non, voilà. Je me cache, je reviens, je suis instable. Ouais. Non, je pense que le plus cool, tu fais ta vie avec un Shiryu.
Ouais, Shiryu, ouais. Shiryu, il est... Pas que le Shiryu, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais il y a Jérôme Alquier qui fait une BD actuelle de Senseiya, canon, l'univers de Kurumada. Et le Shiryu qu'il a dépeint dans le dernier tome, il est un peu plus sanguin, quoi. Mais c'est arrivé après. Mais c'est pour dire que, voilà, mais je suis d'accord, dans l'anime, Shiryu, c'est le mec, c'est clairement, il a des problèmes avec la maman. Non, lui, il a des choses à régler, lui. Oui, il faut, voilà. Et, Seiya, c'est un gamin. Oui, manque de maturité. Seiya, il y pense en se rasant, lui. Il n'y a pas encore le duvet, lui. Non, c'est... Ok, donc c'est Sean. Ouais. Et donc, une fois que tu gagnes ce concours, qu'est-ce que tu te dis ? Alors déjà, ça me donnait une certaine estime de moi. Parce que jusqu'à présent, toutes les BD que je faisais pour moi, j'en fais depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été ma passion. Mais je pouvais le montrer qu'à mes amis ou que ma famille, qui tous me disaient « Oh, c'est super beau. » Mais je me disais dans ma tête « Ouais, mais ils y connaissent rien. Oui. » Donc, c'est gentil, mais voilà, je voudrais quand même un autre avis. Et c'est vrai que du coup, quand une maison d'édition spécialisée dans la BD, même manga, reconnaît mon travail, je me dis je dois pas être si mauvais que ça. Et ce qui m'a conforté dans cette idée, c'est qu'un an plus tard, Tonkam me recontacte, du coup c'est eux qui viennent vers moi, et ils me disent voilà, il y a une agence de pub qui cherche un illustrateur manga pour faire un personnage un peu mascotte pour la BNP, est-ce que ça t'intéresse ? Et pareil, là, du coup, j'ai postulé, j'ai dit, bah ouais, je veux bien faire un bout d'essai. Donc, j'ai fait un bout d'essai, je me souviens plus en quoi il consistait. Mais là, pareil, reçu. Donc, c'est moi qui ai fait la pub pour la BNP. Un personnage à la Son Goku, il fallait créer une mascotte pour attirer le public jeune pour des produits bancaires adaptés à leur âge. On les connaît, hein, c'est le monde qui attire les gamins. Voilà. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, non, là, on fait appel à moi, c'est vraiment que je vaux quelque chose. Et là, j'ai commencé à faire plein de projets BD, mais pas du tout jeunesse, c'était plutôt des BD d'horreur, c'était plus mon kiff à ce moment-là. Et lorsque... Alors, justement, ça c'est intéressant. Quel type d'horreur ? Est-ce que c'était de l'horreur psychologique ou Non, c'était visuel. C'était du visuel. Hein. C'était entre Hokuto no Ken et Ninja Scroll. D'accord, okay. Donc c'était assez bourrin. Avec un style de dessin très Araki, quand même, très Shingoraki, très Senseiya. Mais dans un monde, dans notre monde, d'ailleurs, c'était contemporain, où des ados, des adultes qui ont, eux, du sang de démons, sont destinés à s'affronter les uns les autres, un peu à la Highlander, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un et qu'ils reçoivent les pouvoirs de Satan. C'était un peu ça le trip. Et donc c'était des combats assez sanglants, des membres arrachés, des choses comme ça. Je me voyais pas du tout faire de la BD jeunesse. J'imagine si jamais t'étais en train de dire ça devant le créateur de il est plus là, mais le créateur de Solo Leveling, il dit « Oh, mais ça ferait un super manoir !» C'est sûr. Ouais, pour le coup, moi, c'était même plus trash que Solo Leveling. Ah bah oui, mais c'est-à-dire des gens avec du sang de démon, ils se bastonnent. C'est parfait. Ouais, non, ça aurait pu, en effet. Mais voilà, c'était mon kiff du moment. Et mais j'étais persuadé que c'était le bon truc, c'était la bonne œuvre. Et du coup, j'ai démissionné. Je suis parti de la boîte où j'étais. Et je me suis lancé dans l'inconnu, à faire mes petits dossiers sous le bras, aller rencontrer des éditeurs au festival d'Angoulême, où on voyait par courrier mes projets. Sauf que j'y suis allé avec une naïveté déconcertante, parce qu'à force que tout le monde me dise que ce que je faisais était génial, je l'avais finalement cru. Et donc forcément, tout le monde t'attend. Et voilà, exactement. Et c'est là que je me suis mis les premiers plâtres, parce que j'ai vu que j'étais pas le seul à vouloir me faire publier, parce qu'à Angoulême, je voyais la file de jeunes auteurs qui venaient des fois de l'étranger. Ça faisait 5 ans qu'ils venaient. Et moi, j'arrive tout naïvement. Là, ça fait 2 mois que j'ai démissionné. Je pensais que j'allais signer, tout de suite. Et ça n'a pas été le cas. Oui. Du coup, les éditeurs m'ont bien fait comprendre que le genre de BD que je proposais, c'était trop pour une niche particulière. Et en plus, étant totalement inconnu dans le monde de la BD, mon nom n'aurait pas fait vendre. Donc c'était niette. Donc je me suis essuyé plein de claques comme ça durant le festival d'Angoulême. Et là je me suis dit bon ok, personne veut de mes BD adultes, qu'est-ce que je vais faire ? Et là je me dis je vais faire l'opposé, je vais faire de la BD jeunesse. Sauf que j'y connaissais absolument rien. C'était pas mon genre de lecture. Je sais pas du tout quoi raconter. Et j'ai improvisé mais le truc le plus inabouti de toute ma vie, le projet le plus expédié, les légendaires. Donc en 10 jours, entre la première idée et les premières pages que j'envoyais à l'éditeur, en 2 semaines,
J'avais envoyé les 10 premières pages sans savoir de quoi allait parler la 11e. C'était genre, allez, en attendant de trouver une meilleure idée, j'envoie ça. Et là, pong, bingo, l'éditeur me contacte dès le lendemain. C'était quel éditeur? Delcourt, les éditions Delcourt, donc Tonkam aussi. Oui. Bizarrement, c'est quand même pas mal. Aussi, il m'avait contacté. Ah ouais, ça nous intéresse aussi. Mais bon, Delcourt était passé en premier. Et du coup, Delcourt qui me contacte. Oui, on aime bien ton projet. Alors déjà, ça m'étonnait un peu parce que je trouvais ça vraiment mauvais, quoi, ce que j'avais envoyé. Et est-ce que tu peux monter la semaine prochaine pour qu'on en discute? Alors ouais, je viens. Alors du coup, je monte à Paris la semaine suivante. Et puis rendez-vous avec le grand patron, Guy Delcourt, et il commence à me poser plein de questions sur la série, auxquelles j'avais aucune réponse. Parce que pour moi, c'était pas un projet que j'avais en moi depuis longtemps, que je voulais vraiment défendre et pour lequel je prévoyais plein d'histoires. Donc il m'a posé des questions. Alors, c'est une série en combien de tomes? Je sais pas. Ouais, mais là, ce sera des histoires en un tome, des diptyques, je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe là après les 10 pages? Je sais pas. Et j'ai répondu, je sais pas à toutes les questions qu'il m'a posées. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, ils doivent me prendre pour un rigolo. Ils vont me foutre dehors un coup de pied au cul. Et en fin de compte, à la fin de l'entretien, qui pour moi était le pire entretien d'embauche de toute ma vie, ils me disent, va dans la pièce d'à côté, il y a ton contrat, lis-le, signe-le. Ah, donc ils avaient quand même déjà préparé le contrat était déjà prêt. Le contrat déjà était... C'était une formalité. Ouais. Sauf que pour moi, je jouais ma vie à ce moment-là, tu vois. Mais en fait, non, voilà. Alors, j'ai lu le contrat, j'ai rien compris en plus, parce que c'était des termes de BDiste que je connaissais absolument pas. Je connaissais rien au monde professionnel de la BD. Mais j'ai signé. Et après, je me suis dit, faut que je fasse la suite maintenant. Et pendant 4 tomes, ça a été ça. C'est-à-dire que pendant 4 tomes, c'est genre, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je savais pas où j'allais. J'ai pas du tout réussi à maîtriser cet univers-là avant un certain temps. Et c'est vraiment au bout de... Et en plus, chaque tome que je faisais, je savais jamais si j'allais faire la suite. Donc, chaque fois, je demandais, je continue? Ouais, tu continues. Bon, je continue. Et puis, je savais pas où j'allais, quoi. Mais en fait, pas de retour, rien. Et c'est vraiment au bout de 4 tomes que je commençais à me dire, c'est pas si mal ce que je fais finalement. C'est plutôt pas mal mon univers. Ah tiens, je vais faire ça. Et je me suis vraiment investi. Mais pendant 4 tomes, j'avais l'impression de faire un essai, quoi, en fin de compte. Tellement je me sentais pas à l'aise avec cet univers-là. Alors que maintenant, je sais que je suis fait pour l'avoir créé, quoi. Mais je trouve ça, vraiment hyper salvateur qu'un créateur tel que toi le dise, et en plus le dise devant une caméra. Quoi, c'est filmé? Oui, c'est spoiler, c'est filmé. Mais parce que je trouve que ça fait du bien d'entendre que c'est pas comme dans les biopics, quand on te montre, on te fait un film sur une star en disant oui, depuis tout petit. Oui, il avait ça en lui. Il avait ça en lui, et tout était. Il avait le feu. Tout était calculé, ou genre, non, il y a aussi une énorme part de des fois, ah ouais. Mais de chance. Ça, j'avais. Parce que même les légendaires, le projet en lui-même, l'éditeur m'a dit, tu nous l'as envoyé au bon moment. Parce qu'on cherchait ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils cherchaient vraiment à lancer toute une collection avec des auteurs influencés manga, parce qu'ils sentaient que ça allait être la prochaine tendance, on va dire. Mais ils m'ont dit, il y a 2 ans, on l'aurait même pas ouvert, ton projet, parce qu'ils cherchaient pas ça. Donc, à la fois une remise en question de ma part en me disant, ok, je vais pas faire pourquoi je pensais être bon, je vais faire une chose tout à fait nouvelle. Et à côté, eux attendaient ce genre de série. C'était incroyable, quoi. Mais alors, tu disais avoir essuyé beaucoup de plâtre, notamment sur les 4 premiers tomes des légendaires. Mais moi, je les ai lus parce que, évidemment, mes enfants, comme énormément d'enfants, sont des lecteurs des légendaires. Et quand on lit ces 4 tomes, il y a quand même déjà une forme de structure et de narration que, logiquement, le tout venant n'a pas. C'est-à-dire on est dans c'est sans doute ce qu'ont remarqué l'éditeur, du moins à la lecture des premières pages. Moi, j'y voyais pas tout ça. J'ai l'impression de faire tout mal, en fait, compte. Et j'ai beaucoup été coaché par mon directeur de collection, Thierry Jor, qui me briefait, en fait. Des fois, presque tout, sur le premier tome, presque tous les jours, il était au téléphone avec moi. Il me disait, tu vois, cette page-là, ça va pas. Faut que tu refasses telle case. Faut faire des choses plus sobres et tout. Donc, j'ai appris vraiment sur le tas et j'ai été coaché pour faire de la BD. Et maintenant, quand je vois mes 4 premiers tomes, je vois
que les défauts, évidemment. Que les défauts, tout ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Mais il a fallu que je passe par là pour en arriver où je suis, quoi. Mais là, je reste vraiment sur le scénario. Est-ce que t'avais... c'est vraiment juste l'improvisation, le fait de regarder vraiment, les Chevaliers du Zodiac et d'en être tellement imprégné. C'est toute ma pop culture, hein. C'est pas que les Chevaliers du Zodiac, d'ailleurs, hein. C'est le jeu vidéo, la littérature, BD, cinéma, série TV. Tout ressort à un moment donné dans les légendaires sous telle ou telle forme. C'est un petit mix, hein. Je mets tout ça dans un cocktail, je secoue, je verse ça sur la planche et ça donne les légendaires. C'est on pourrait justement des fois reprocher au fait que c'est pas assez inspiré et trop pompé ou trop influencé par telle ou telle série animée. Mais ça, je m'en suis jamais caché. Au contraire, j'étais fier à l'époque de faire un genre de pseudo Senseiya, parce que c'était justement le genre d'aventure qui me faisait kiffer. Et moi, je me disais, je vais faire kiffer les lecteurs avec ce qui me fait kiffer moi, quoi. C'était ça, moi, mon intention. Et en termes de... tu parlais de littérature, parce qu'il y a quand même le récit initiatique de ces jeunes personnages qui est extrêmement clair et extrêmement... on a le MacGuffin, on a ça, c'est ce qu'on étudie dans les écoles de cinéma pour faire avancer un scénario ou ce genre de choses. Et donc ça, est-ce que c'est... est-ce que t'étais fan, par exemple, de l'Odyssée ou... Non, franchement, c'était que de la culture geek que j'avais. À ce moment-là, pas de la grande littérature. Quand je dis de la littérature, 90% c'est de la BD et du manga. Oui. Je lisais assez peu de romans, mais des sagas comme Star Wars, Harry Potter... me marque, m'influence, c'est mon genre d'univers. Après, la clarté du récit, elle m'est venue naturellement. Comme je disais, je faisais quand même de la BD depuis que j'avais 5 ans. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des choses que j'ai pu assimiler par moi-même tout au long. Et après sont venues les influences extérieures, je dirais. Mais non, il y a rare, enfin, c'est jamais vraiment très réfléchi, c'est très spontané, les légendaires. Très organique, alors, à partir du 5e tome, j'ai quand même commencé à penser sur la durée et à introduire des récits un peu plus complexes, des relations entre les personnages également un peu plus complexes, à faire apparaître des personnages que je savais que je ferais revenir un peu plus tard, des choses comme ça, parce que à partir du 5e tome, on peut dire que les légendaires marchaient déjà. Et donc, je commençais à me projeter, à me dire, au moins, je sais que j'ai quelques tomes de liberté devant moi avant que ça se casse la gueule. Dieu merci, ça n'est pas arrivé. Et à un moment donné, l'autre tournant vraiment de la série, c'est quand j'ai décidé d'inclure dedans tout le dark, toute la noirceur que j'avais en moi au tout début, mais que je me refusais de mettre parce que je me disais, c'est de la BD jeunesse, j'ai pas le droit de montrer ci, j'ai pas le droit de raconter ça, je peux pas faire des histoires trop compliquées, sinon les gamins, ils vont lâcher. Vraiment très... Moi, je me les suis fixés, oui, c'était même pas l'éditeur, c'est moi qui me suis interdit plein de choses, parce que je me suis dit, c'est la BD jeunesse, c'est codifié, faut pas que je dépasse les bornes et tout ça. Et donc, en fin de compte, je m'étais imposé moi-même des barrières, qui au bout d'un moment m'ont frustré. C'est-à-dire qu'au bout du 8e tome, je savais plus quoi raconter dans les légendaires. Je disais, putain, mais j'ai fait le tour, j'avais l'impression, parce que j'osais pas franchir les barrières que je m'étais imposées de dureté, de drama, de ce genre de choses. Et là, j'ai eu besoin d'une pause et j'ai fait une autre BD qui s'appelle La Belle et la Bête. Donc vraiment une dark fantasy très noire, une adaptation en un seul tome de La Belle et la Bête, mais vraiment dark fantasy. C'est-à-dire que j'ai mis là-dedans tout ce que je pouvais pas mettre dans les légendaires. Et ça m'a fait un bien fou, c'était très libérateur. Et du coup, quand je suis revenu aux légendaires après, je me suis dit, non, mais il faut que je continue. Ça me fait tellement bien de lâcher toute cette noirceur dans La Belle et la Bête. Maintenant, ça va être autour des légendaires. Et du coup, voilà, est venu le cycle d'Anatos, qui, pour beaucoup de lecteurs, est le meilleur cycle de la série. Et là, j'ai mis du trash, du trash, je m'entends, mais des morts. Les personnages principaux meurent, certains se retrouvent estropiés, aveuglés, des choses comme ça. Et pour la première fois de la saga, les personnages principaux souffrent réellement. Oui. Et là, les lecteurs... Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'ils n'ont jamais été autant Senseiya. Mais complètement. Oui, complètement, parce qu'en plus, c'est vraiment là que la série a décollé, vraiment. Tu sais, à un moment donné, j'ai cru que je faisais la pire erreur de ma vie en faisant ça. Parce que je me dis, ça se peut, les lecteurs vont complètement décrocher, vont pas me suivre dans mon délire. Et en fait, tome 10, best-seller, numéro 1 des ventes de livres et BD. Et là, j'ai compris que j'avais fait le bon choix. En fait, les gamins, ils attendaient que ça. Ils attendaient que de mettre un peu de piment dans l'aventure. En plus, les premiers lecteurs avaient grandi. Oui. Ils étaient ados. Ils voulaient passer à quelque chose d'un peu plus fort, quoi. Et ça, alors c'était pas pour ça que j'avais fait ce cycle-là, mais pour le coup, ça les a accompagnés.
Et là est née la légende, on va dire, des légendaires. Et je reviens un peu en arrière, quand Ouais. je parlais des inspirations littéraires, c'est pas du tout un jugement de valeur. Hein. Ouais. C'est justement parce que je sais que y a pas mal de spectateurs qui peuvent regarder cette émission en imaginant qu'il y a un seul sentier pour concrétiser ses aspirations artistiques. Et que ça passe toujours par l'étude de classiques. Et je trouve ça hyper intéressant. Que tu dises, Ouais, et ben voilà, non, moi, la plupart des auteurs BD sont autodidactes. Oui. Hein, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment le feu intérieur pour le coup. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont toujours su qu'ils voulaient faire ça, et ils ont travaillé dans ce sens. Moi, ça arrivait beaucoup plus tardivement. Hein, c'est quand j'avais 30 ans que j'ai franchi le pas. Mais c'est un travail c'est un métier de passionné avant d'être un travail d'érudit, quoi. Alors, et qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu es rentré dans une librairie et que tu as vu une bande dessinée avec ton nom? Je parle même pas du moment où l'éditeur t'a remis le... Non. Enfin, de les voir en librairie, ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Mais par contre, quand j'ai reçu pour la première fois mon tome dans un colis et que je l'ai tenu et que là, il existait réellement, parce qu'en fait, faut savoir que entre le moment où j'avais fini le tome 1 et le moment où il est sorti, il s'est écoulé 1 an et demi. Ça a mis très longtemps à sortir. Et non, pas 1 an et demi, pardon, qu'est-ce que je dis, non, moins. Mais j'avais déjà fini le suivant. Donc j'avais déjà fini le suivant, que j'avais toujours pas physiquement le premier tome dans les mains. Et quand je l'ai tenu pour la première fois, je me suis dit, ça y est, mais voilà, pour moi, c'était ça la validation, entre guillemets, je passais à quelque chose de concret. J'avais réellement, je tenais vraiment mon album dans les mains. Et je pense que rien ne m'a fait autant d'effet que ça au tout début. Alors après, évidemment, la rencontre avec les lecteurs, pas mal de petites anecdotes, mon ravi également, mais de tenir pour la première fois le livre dans mes mains, ouais, c'était quelque chose. Et parce que là, du coup, on parle de période de 2-3 ans pour le tome 1 et 2, mais tu avais quitté ton travail. Donc, comment tu as vécu est-ce que c'est juste avec les systèmes d'avance Alors, en fait, quand j'ai quitté mon travail, en fait, c'est qu'il allait y avoir un plan de licenciement dans la boîte où j'étais. Et quand j'ai entendu licenciement, dans ma tête, ting, c'était la lampe qui s'est allumée. Oui. Et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être ça le coup de pied au cul dont j'ai vraiment besoin finalement pour me lancer réellement dans l'aventure. Et j'ai levé la main, j'ai dit, ben je vais en être. Je vais être licencié. Donc du coup, j'ai été volontaire. Oui, donc prime d'indemnité. Ouais, voilà, exactement. J'ai touché les allocations chômage. Et durant les 9 mois, parce que finalement ça s'est fait assez vite, entre le moment où j'ai quitté mon job et au moment où j'ai signé pour les légendaires, il s'est écoulé 9 mois. Donc 9 mois pendant lesquels je touchais les indemnités chômage et pendant lesquels je montais mes dossiers et puis j'envoyais ça aux éditeurs. Donc j'ai eu la chance de rebondir assez vite finalement, parce que je sais que, comme je disais, quand j'avais croisé pas mal d'artistes qui venaient au festival d'Angoulême avec leur dossier sous le bras, et eux ça faisait 5 ans qu'ils venaient, ils n'arrivaient toujours pas à signer tout ça. J'ai eu du bol là aussi, hein, je crois. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup d'auteurs qui, en dépit de leur talent, vivent dans une précarité qui est quand même assez importante. Et puis moi, j'ai eu de la chance d'en vivre très bien dès le départ. Non pas que ça s'est vendu très bien au départ, mais comme c'était payé à la planche et que j'étais très productif, je faisais 2 albums par an, mais finalement, rien qu'avec ces avances-là... C'est énorme, ça veut dire une cadence de combien de planches par semaine Je faisais quasiment une page par jour. Fini, quasiment. C'était très irrégulier, évidemment. Mais oui, je pouvais faire mes 5-6 planches par semaine, quoi. Donc, du coup, oui, j'ai pu en vivre. Combien d'heures de travail par jour ? Eh bien, pas tant que ça non plus. Je faisais peut-être mes 8 heures par jour. J'étais pas un fou de boulot. En fait, j'ai surtout essayé de garder la cadence que j'avais quand j'étais ouvrier. D'accord. De me dire, je fais mes 35 heures, mes 40 heures, peut-être à cette époque-là. Je fais mes 7 heures par jour. En fait, c'est ça, je m'imposais des horaires d'embauche et de débauche, même si j'étais chez moi. Et c'est ça, pour moi, qui a fait ma régularité, finalement, dans mon travail, mais également dans la parution des albums. Parce que pendant 6 ans, il sortait un album tous les 6 mois. Et j'ai vu une masterclass de John Romita Jr., qui est donc fils de John Romita Sr., qui a œuvré sur Spider-Man, Thor... Et en fait, il fonctionne de la même manière. Il a des horaires comme ça très très fixes. Ah ouais. Je pense que ou alors faut vraiment être très inspiré, mais sinon faut vraiment être productif au départ, quoi.
et s'imposer, parce que si on commence à se dire oh je dessinerai quand ça va me venir, quand j'aurai l'inspiration, non, on fait jamais rien quand c'est comme ça. Oui. Non, il faut vraiment c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant, hein. Donc là pareil, on commence à dessiner et puis ça vient, voilà, faut faire tourner un peu le moteur à froid au départ, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas pour moi c'était comme ça. Et pour ce qui est des légendaires, comment t'es venu le nom de Danaël Alors le titre, le nom, les légendaires, c'est venu assez rapidement. Je voulais que la BD porte un nom de groupe, un nom de super-héros. Dans ma tête, j'avais les X-Men, les Avengers en tête, mais je voulais pas que ça fasse super-héros américain. Je voulais que ça fasse plutôt mythique, mythologique, légende. Puis légende, légendaire. Oui. Et puis comme c'est censé parler d'un groupe de héros qui sont déjà connus au moment du début de l'histoire, j'ai dit, les légendaires, voilà, ça sonne très bien. Et ensuite, les noms des personnages, pour la plupart, c'est des jeux de mots, en fait. Griffe, ça vient de ses griffes. Oui. Jadina, ça vient du bâton de jade qu'elle tient. Chimie, ça vient de alchimie, la science occulte qui permettait de transformer la matière. Razzia, c'est parce qu'il fait la razzia sur la bouffe, il se jette dessus, c'est un gros mangeur. Donc quasiment tous les personnages, au fur et à mesure que je les inventais, c'est des jeux de mots. En fin de compte, il fallait que ça sonne en rapport avec le caractère du personnage, évidemment. Le seul, à l'époque, que je pensais réellement avoir inventé, c'était Danaël. Je me suis dit, il faut que ça fasse chevaleresque, et je voyais pas de jeu de mots à trouver avec. Alors du coup, j'ai inventé Danaël, mais j'ai su par la suite que c'était un véritable prénom qui existe vraiment. Mais voilà, c'est un peu... Et puis ça a donné une petite touche d'humour également. J'aimais bien, dans un premier temps, mettre des petites choses cachées, des jeux de mots à trouver. Oui, les haricots. Ouais, voilà, les haricots, des trucs comme ça. Ou alors le pirate qui s'appelle CD-ROM, parce qu'il est à moitié robot, sa femme s'appelait 6 gigas. Donc voilà, il y avait plein de... C'était le leg Astérix. Oui, peut-être un peu. Et donc, puis ça mettait un peu des fois la touche d'humour qui pouvait manquer, parce que... Oui, le Goldorak. Ouais, voilà. Oui, Opération Goldorak. Putain, voilà. Celle-là, je suis pas fier. Oui, mais elle est assumée. Elle est assumée. Mais voilà, donc... c'était en partie la dose d'humour qu'il y avait dans les albums des légendaires, parce que c'était quand même de la BD jeunesse, et même si c'est devenu de plus en plus épique, de plus en plus dramatique, il est important qu'il y ait toujours de l'humour dans cette série, pour les plus jeunes qui veulent pas que ce soit trop dark non plus, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si ce groupe de héros existe dès le début de l'aventure, assez rapidement, on se rend compte que c'est pas des héros aimés par la population. Non. Donc, tu as cité les X-Men. Ouais. On revient vers. Oui, c'est vrai. C'est les héros. Héros malgré eux, presque. C'est ça, ouais. Pour ceux qu'ils essaient de protéger. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Encore une fois, j'avais pas fait le rapprochement, mais peut-être que quelque part inconsciemment, c'est les X-Men qui m'ont marqué. C'est vrai que pour le coup, c'est les X-Men que j'aime le plus dans le groupe de super-héros américains. Mais oui. Justement parce qu'ils sont à part, ils sont rejetés pour ce qu'ils sont, et malgré ça, ils aident les gens alors qu'ils pourraient les détruire ou les ignorer, tout simplement. En effet, il y a quelque chose de similaire, ouais. Et on en parlait aussi en off avant d'enregistrer cette émission, mais même le principe d'adultes qui redeviennent des enfants, on pense évidemment à Goku dans Dragon Ball GT, les plus jeunes aujourd'hui peuvent retrouver ça dans Daima. Mais il y avait aussi tous ces éléments, ces petits clins d'œil, ou est-ce que alors non là non d'ailleurs GT n'existait pas encore, je crois, quand j'ai commencé. Donc c'est Akira Toriyama qui a pompé sur les légendaires. C'est là où je voulais D'accord. Voilà. Non, en fait l'argument ils redeviennent tous enfants, pour moi c'était juste le prétexte au gag, à l'humour, parce que je me suis dit il faut de l'humour dans une BD jeunesse. Et si les personnages principaux sont des enfants, ça passera mieux le gag. Oui. Et du coup, j'ai très vite inventé cette histoire de peuple, de population rajeunie, et qui du coup reprocherait, et le peuple reprocherait ça aux héros, quoi, aux légendaires. Donc c'était vraiment un argument gag au départ, et pas du tout une sorte de métaphore sur l'éternelle jeunesse ou sur le syndrome de Peter Pan. Rien à voir avec tout ça. Encore une fois, c'était vraiment du prétexte à l'histoire. Et pour tout ce qui est de la mythologie autour des légendaires, parce qu'elle est quand même assez pointue, il y a plein de races qui existent, avec en plus des conflits historiques et ethniques au sein même de ces dernières. Il y a une cartographie assez précise. Cartographie pas encore. Hein, mais non. On n'en est pas loin. Ouais, ça va être compliqué parce que j'invente plein de monde, j'invente plein de villes, plein de cités, plein de régions, et on n'arrête pas de me demander à quand une carte du monde. Le problème, c'est que c'est un univers toujours en expansion, parce que même si la série principale est terminée, les spin-offs, il y en a un paquet, eux continuent à grandir l'univers là, donc je peux pas
décemment déjà posé les bases d'une carte. Parce que du coup, après, parce que le monde n'est pas fini. Et le monde n'est pas fini, oui. je suis obligé de respecter la carte après. Oui. Alors que si je veux un jour inventer un pays entre deux que j'ai déjà montré, là, pour l'instant, je peux encore le faire, quoi. Oui. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé, la création, donc, au fur et à mesure de cet univers? C'est, encore une fois, c'est de l'improvisation, hein. Ça va frustrer ceux qui pensent que je prévois tout, que je planifie tout. Mais je donne toujours l'impression, en fait, que c'est tout planifié. Je pense que c'est là, mon grand talent, c'est que je berne tout le monde, en fait. C'est que je donne l'impression. C'est trop tard, faut plus le dire devant une caméra. Non, mais je donne l'impression d'avoir tout pensé à l'avance, surtout à travers le personnage de Calandre, qui on sait manipule les destins de tous les personnages depuis le début, et on a l'impression que c'est elle qui a construit l'univers des légendaires. Donc les fans se disent, ah ouais, d'accord, alors depuis le début, il avait prévu l'auteur que ça. En fait, non, j'improvise tout. En fait, en général, je pose un problème et j'essaie de trouver la solution après. C'est-à-dire que des fois, je fais intervenir un personnage et je lui donne une certaine importance. Et après, bon, maintenant, il faut que j'explique comment, pourquoi. Je fonctionne un peu à l'envers, quoi. Je me fixe moi-même des challenges, quoi. Je pose un truc et c'est seulement après que je m'occupe de l'expliquer. Donc tout est un peu improvisé, je dois reconnaître. Mais c'est bien fait. ouais, non, mais ça donne l'illusion que c'est bien fait. Parce que moi, je sais où sont les failles. Hein, dans ma chronologie, d'ailleurs, les fans ne me loupent pas des fois. Ils me disent, ah ouais, mais comment ça se fait que dans le tome 6, il dit ça, alors que dans le tome 1, il avait dit que... Et là, oh mince. Alors des fois, j'arrive un peu... il a vu. Ouais, mais alors des fois, je me dis, bon, dans les tomes suivants, je vais trouver l'explication. Des fois, j'arrive à ramener ça dans la logique de le truc, mais des fois, c'est genre, incohérence, voilà. Oui. T'as trouvé la faille, bravo. Et est-ce que tu as un légendaire... pas favori, mais celui qui t'est le plus proche? Alors, on me pose beaucoup la question. Alors, physiquement, Razia, peut-être, parce que voilà, il est un peu comme moi, physiquement, lunettes, gros bide et tout ça, il aime bien manger. Alors, il était comme ça, enfant. Il était comme ça, enfant. Alors oui, sauf que moi, en grandissant, je pense pas que j'aurais le côté Schwarzenegger, non, ça c'est mort. Non, mais non, je l'ai mis lui parce que je voulais un peu l'Obélix du groupe, hein. Au départ, c'était ça. Il était pas très malin, pas très fut-fut. C'est pas un personnage que j'ai créé pour être très palpitant au départ. Mais après, j'ai su lui trouver son histoire, son intrigue. Il y a plein de moments où il tire le groupe. Ah oui, mais ça c'est décidé beaucoup plus tard. Au départ, c'était Monsieur Deux de neurones, je mange, je cogne. Hein. C'était un peu ça au départ. Mais j'ai eu à cœur quand même de faire évoluer tous ces personnages-là. Après, il y a celui que j'aime le plus dessiner, c'est Griff, parce qu'il a un look vraiment très aérodynamique, il est vif, il est pétillant. Quelle que soit la position dans laquelle je dessine, on dirait toujours qu'il est prêt à se battre. Tu m'en parlais tout à l'heure, c'est un genre de mini Wolverine, même si mon inspiration à l'époque était plutôt dans la série animée des Cosmocats. Mais moi, mon personnage préféré de toute la saga des légendaires n'est même pas un légendaire. C'est le personnage de Shundé, qui est un personnage secondaire qui apparaît de temps à autre de la série. C'est même pas un personnage régulier. Mais ce personnage-là, je l'ai toujours beaucoup aimé parce que c'est un personnage qui est aussi entre le bien et le mal. Elle a été créée à des fins maléfiques, mais finalement, elle s'est découverte une âme, mais à chaque fois qu'elle veut faire les bons choix, elle fait les mauvais en fin de compte. Ce qui la ramène toujours finalement à ce qu'elle est censée être au départ, alors qu'elle veut être tout l'inverse. Et ce genre de personnage qui est mauvais au départ, qui veut faire le bien, mais commet sans arrêt des erreurs, qui la ramène du côté du mal, un personnage maudit finalement, moi ça me plaît beaucoup ça. Puis c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé faire évoluer également au fur et à mesure de la série. Est-ce que tu connais la série Breaking Bad ? Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as regardé justement le spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul ? Alors pour le coup, non. Alors Saul Goodman, c'est exactement ce type de personnage maudit. D'accord, non. Je l'avais découvert le personnage dans Breaking Bad, mais j'ai pas suivi. Je te le conseille parce que c'est exactement l'illustration de ce que tu viens de démontrer. C'est vraiment un personnage maudit qui aimerait être le héros, un héros. Mais qui, par des mauvais choix, par des concours de circonstances, est inlassablement ramené à son carcan de voyou. D'accord. Et c'est terrible parce avocat véreux. Oui, voilà, alors qu'en fait, il aurait voulu être tellement d'autres choses, mais c'est juste que ça devient non, mais plus naturellement. C'est très intéressant ce genre de personnage parce que justement ça se détache un peu des clichés. J'aime bien le gris en fait, quand tout noir, tout blanc. C'est un peu peut-être comme ça que j'ai pensé les légendaires au départ. Puis très vite, j'ai amené des nuances, quoi. Et ça aussi, ça enrichit l'univers et ça
les fans peut-être s'y retrouvent un petit peu aussi. Ils traversent des moments où ils sont pas tout à fait clean et tout ça. Moi, j'ai plein d'anecdotes. Je pourrais en citer une ou deux, mais je sais que la BD des légendaires a vraiment accompagné les gamins tout au long de leur jeunesse, adolescence. Là, tu me diras un peu comme toutes les BD, mais pour beaucoup, ils m'ont dit, mais je me suis construit avec les légendaires, c'est-à-dire que je me suis reconnu dans tel ou tel personnage, et souvent, ça les a aidés à traverser des périodes noires de leur jeunesse, genre parents qui divorçaient, voire même, certains m'ont dit, envie de suicide et tout. Puis les légendaires les a aidés à tenir bon, à se renforcer et à faire face à l'adversité, quoi. Et l'année dernière, j'ai eu un message qui m'a beaucoup touché sur Insta. C'était un grand lecteur, du coup, maintenant adulte, qui avait grandi avec les légendaires et qui était devenu pompier grâce aux légendaires. Et il m'expliquait qu'en fait, son personnage préféré, ça avait toujours été Griff. Et il admirait son courage, le fait qu'il allait toujours au-delà du danger pour aider les gens et tout. Il s'était dit, quand je serai grand, je ferai un métier où j'aiderai les gens, quoi. Et du coup, il est devenu pompier. Et il me disait, maintenant, à chaque fois que je sauve quelqu'un, c'est un peu grâce aux légendaires. Et ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ouais. Il y a de ça un mois, j'habite dans l'Essonne, donc je n'ai pas le permis, donc je prends le RER C. Ouais. Et je me retrouve avec une voisine toute jeune lectrice, elle a une vingtaine d'années, et elle était là avec une de ses copines. Ouais. Elle adore la bande dessinée. Elle adore la bande dessinée, les shoujo, les webtoons, un nouveau type de bande dessinée qui est plus inclusif. Voilà. Ouais. Et à un moment donné, donc je les entendais parler toutes les deux, et vraiment amitié hyper fraîche. Et je vois sur son sac un petit pins pas de Danaël, de Griff, Razia, Jadina. De Jadina. D'accord. Et je dis, tiens, les légendaires. Et je savais déjà que on allait se voir bientôt. Ah oui, c'est tout récent. Voilà. Ouais, et donc je dis, tiens, je vais faire une émission sur les légendaires. Et là, je vois, elle s'arrête dans la conversation, elle me regarde et dit, c'est vrai. C'est toute ma vie. et elle me dit, ah non, mais en fait, moi, je les ai lus quand j'étais plus jeune, et j'ai lu d'autres choses depuis. Et là, j'y suis revenu, ça devait faire 2 mois qu'elle était retournée, elle se refaisait un nouveau cycle. Ouais. Parce qu'elle dit, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai grandi, ça m'a permis de... Elle a eu des gros problèmes de santé, elle a eu des pertes de mémoire. Et en fait, de lire les légendaires, ça l'a remis, comme elle m'a dit, et ça m'a remis dans mon corps d'avant, en fait. D'accord. Et donc, en fait, j'adore cette bande dessinée. Et je m'étais dit à ce moment-là, il faut que je le dise à Patrick Sobral quand je le verrai. Et donc, vraiment, pour elle, elle avait des étoiles dans les yeux. Et je le vois beaucoup, je fais beaucoup de dédicaces, 2 fois par mois, je suis en dédicace quelque part, et je rencontre mes fans, et puis en plus, je rencontre maintenant une nouvelle génération de fans. C'est-à-dire que la plupart de mes lecteurs de maintenant n'étaient même pas nés quand la série a commencé, donc ça, c'est fou déjà de se dire, allez, je suis passé déjà à une autre génération, quoi. Oui. Et j'ai remarqué un truc, c'est que alors ça, c'était la première surprise quand on a commencé les légendaires. Parce que moi j'inclus la maison d'édition des cours, c'est de voir qu'il y avait autant de lectrices que de lecteurs, parce qu'au départ c'était clairement quand même plus destiné aux garçons, c'était de la baston, c'était de l'aventure, donc pour moi c'était très shonen dans l'esprit, tu vois. Et puis après on a vu dans les séances de dédicaces, on a vu à travers des concours qu'on organisait, que la moitié des lecteurs étaient des lectrices, quoi. Et ce qui était amusant aussi, on rentre peut-être dans les clichés, mais c'est vrai, les filles lisaient vraiment pour une autre raison que les garçons. C'est-à-dire que les garçons, ce qui leur plaisait, c'était en effet l'aventure, l'action, la baston. Ce qui intéressait les filles, c'était les relations entre les personnages, qui allait se sortir avec qui, et tout ça. Et quand j'en ai pris conscience, en fait, j'ai un peu orienté également mes histoires de manière à contenter ce public féminin. C'est pour ça que j'ai commencé à y inclure de la romance, des intrigues amoureuses, des triangles amoureux, même dans Shundé, le personnage dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait que ce personnage, tout le monde le déteste. Tout le monde le déteste. Parce qu'il se mettait entre Griff et Chimie. Mais, et même maintenant, je le vois bien à travers les conventions, les cosplays, tout ça. C'est les personnes qui font vivre le plus l'univers des légendaires en dehors de la BD, c'est les filles, quoi. À travers les fanfictions, les forums, sur le site, c'est des modératrices, les cosplays, mais de plus en plus dingues, hein. Je vois des trucs de folie. Fin d'année dernière,
Non, attends. Oui, c'est ça, fin d'année dernière. J'avais été à la Japan Tacharu. Ils sont venus en groupe de 10, habillés en légendaire. C'était absolument fabuleux. Et quasiment que des filles, hein, qui des fois se cosplayaient en garçons. Oui. Mais c'était quasiment que des filles à chaque fois. Il y a aussi des garçons hein, dans le cosplay, mais vraiment, j'ai un public féminin hyper enthousiaste, hyper impliqué dans cet univers-là. Et par tous les moyens, ils veulent faire vivre l'univers des légendaires au-delà de la BD. Ça, c'est génial, quoi. Et est-ce que parce que du coup, tu as été vraiment la figure de proue d'un vrai changement dans le paysage de la bande dessinée jeunesse. En tout cas, moi, je l'ai vu. Oui, j'ai pas le recul, là, sincèrement. T'as peut-être le nez dans le guidon, ouais. mais moi, je m'en suis rendu compte. Est-ce qu'il y a un moment donné, le manga s'est développé énormément sur le marché français. Les médias généralistes ont commencé à traiter. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu as été vraiment le trait d'union entre cette BD jeunesse et ensuite toute cette culture manga? Alors au début, oui, puisque c'est sans doute ce qui a participé d'ailleurs au succès des légendaires, c'est que beaucoup de parents s'interdisaient d'acheter des mangas à leurs gamins, alors que les gamins leur réclamaient « je voudrais un manga, je voudrais un manga ». Sauf qu'à cette époque-là, il y avait encore ce cliché « manga égale sexe et violence », et les parents rechignaient un petit peu à acheter ce genre de manga. Et souvent, les libraires leur disaient si votre gamin aime les mangas, ça devrait lui plaire, en parlant des légendaires, parce que justement, ça faisait le pont entre les deux médias. Et là, ça rassurait les parents. Ah, mais c'est pas vraiment du manga, c'est de la BD, même si ça ressemble au manga. Et du coup, ils achetaient ça à leurs gamins. Bon, du coup, ça prenait aussi. C'est incroyable. Mais c'était c'est grand et cartonné. Ouais, je sais pas, c'est l'effet placebo peut-être un petit peu. C'est grand et cartonné, ça va. Voilà. Donc ça a aidé très probablement à une époque à me faire ma place dans le milieu, parce que du coup, j'étais en train de faire une sorte de BD hybride. Je me souviens qu'à l'époque, le terme manfra ou franga commençait à apparaître. J'ai toujours détesté ça. J'avais l'impression d'avoir inventé le monstre de Frankenstein à bout de pièces. Non, mais franchement, voilà. Non, j'étais conscient que je faisais de la BD hybride, mais dans ma tête, je faisais de la BD. Voilà. Pour moi, je faisais pas du manga. J'avais une influence manga sans problème, mais je faisais de la BD. Et c'est vrai que par contre, j'ai sans doute été parmi les premiers de toute une vague. Il y a eu Jenny, il y a eu Patricia Lifung, Philippe Ogaki, un peu plus tard, je crois, Renaud Lemaire. Enfin, voilà. Tony donc, Valente, voilà, Tony Valente, qui est un grand ami, et je jalouse le talent, c'est incroyable tout ce qu'il fait. Jérôme Alquier également, qui a débuté en même temps que moi. On a été tous les deux publiés dans le fameux recueil de jeunes auteurs quand on a débuté. Et qui lui aussi a dessiné les héros de son enfance. Mais les Chevaliers du Zodiac. Et les Chevaliers du Zodiac, il réalise mon rêve de gosse. Oui. Pour le coup. Non, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que, oui, j'ai sans doute fait partie du fer de lance. J'étais le fer de lance de tout un groupe d'auteurs maintenant qui sont complètement admis maintenant dans le monde de la bande dessinée. On se dit pas ils font du manga ou des choses comme ça. Sauf pour Renaud Lemaire, peut-être Tony Valente, qui font vraiment du format manga. Mais je veux dire par là, c'est qu'on est totalement accepté, alors qu'au départ, ça pouvait sembler un peu bizarre et se dire que c'était quelque chose qui n'allait pas forcément prendre, je sais pas. Et il y a déjà eu des adaptations, il y a eu une adaptation en série. À partir de ce moment-là où l'univers que tu as créé sans avoir prévu quoi que ce soit initialement, quand tu le vois se développer comme ça avec de multiples ramifications, des spin-offs, des versions manga, des légendaires parodies, comment toi tu vis tout ça, de tout d'un coup devenir le Stanley Jack Kirby de encore une fois, c'est pas arrivé tout d'un coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spin-off maintenant, et on a se dire waouh, il est loin le temps des débuts d'une petite série qui commençait à se faire sa place, mais tout a été très progressif, hein. C'est pas d'un coup je me suis dit waouh, je vais sortir 6 spin-offs. Oui. Non, voilà, les spin-offs sont arrivés ça c'est quelque chose qui arrive maintenant en fait. Les spin-offs ? C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un succès, très rapidement... Alors peut-être, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai fonctionné. À chaque fois que j'ai lancé un spin-off, ça a jamais été histoire de dire « Ouais, ça marche bien, on va faire plus de thunes ». Ça a jamais été ça, la réflexion. Ça a été toujours de répondre à une attente, en fait. Soit une attente des lecteurs, soit une attente de ma part. Les légendaires origines, qui a été le premier spin-off, ça, c'est venu d'une demande des fans qui disaient « Ouais, quand est-ce qu'on va revoir les légendaires adultes ?» Oui. Parce que l'histoire, c'est ça, c'est les légendaires qui cherchent un moyen de redevenir adultes. Sauf que je pouvais pas répondre à leur attente dans la série principale, parce que je disais ah oui, si je les fais redevenir adultes, c'est la fin. Du coup, je me suis dit mais pourquoi pas lancer une série qui raconterait leurs origines
à l'époque où ils étaient adultes, justement. Mais du coup, Darkel, il faut aussi raconter... Et Darkel, à un moment donné, était prévu... Ses origines à lui étaient prévues dans la série origine. Mais comme la série origine, à un moment donné, s'est arrêtée, et ben du coup, je lui ai donné sa propre série, qui a été les Chroniques de Darkel. La série Parodia, qui était une succession de gags dans l'univers des légendaires, mais ça, c'est arrivé du fait que je me disais, oh là, la série devient peut-être de plus en plus dark, faudrait peut-être trouver un moyen de remettre un peu de légèreté, un peu de gag, et je me suis dit, ça sera l'objet d'une BD qui va se moquer carrément de la série principale, et au fur et à mesure, voilà, toutes les séries qui se sont découlées ces dernières années, toutes ont eu un objectif différent, en fin de compte. Voilà. Et c'est le moment aussi où il a fallu que tu confies tes enfants à d'autres dessinateurs. Ouais, mais j'ai choisi des babysitters. Oui, mais voilà. Mais oui. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Alors ça dépend. Non. Sauf pour les légendaires sagas, où en effet Guillaume Lapère, c'est lui qui s'est proposé de faire l'adaptation manga des légendaires. Pour le coup, avec l'éditeur, on s'est regardé, on n'y avait même pas pensé. Et c'est lui qui en a fait la demande, et du coup, on a trouvé logique Soleil qu'il adapte. Toutes les autres séries, non, ça a été une envie de ma part, me dire, tiens, on va faire une série comme ça, je vais chercher la personne qui correspond. Alors, parmi les premiers illustrateurs, illustratrices, c'était plutôt des novices, des gens que je rencontrais via leur blog, ou que j'allais en convention et je découvrais les stands amateurs et je leur laissais ma carte, ton trait m'intéresse, recontacte-moi, j'ai des projets peut-être, tout ça. C'est comme ça que sont nés les légendaires origines et les légendaires parodia. Puis au fur et à mesure de l'avancée des autres séries spin-off, j'ai été chercher des auteurs un peu plus confirmés, soit des gens qui s'auto-éditaient, soit des gens carrément des confrères, des amis que je m'étais fait dans la profession, mais tous à chaque fois avaient quand même ce bagage manga que je recherchais. J'allais jamais confier un légendaire au dessinateur de Gaston Lagaffe, par exemple. Oui. Voilà, donc il y avait une certaine cohérence quand même qu'il fallait garder. Et donc j'ai été chercher des auteurs, voilà, avec qui je sentais que ça pouvait passer, qu'on avait les mêmes influences, que si je leur disais voilà, là je veux une ambiance à la Dragon Ball, qui sache de quoi je parle sans avoir besoin de leur filer les 100 épisodes. Donc ça s'est mené un peu comme ça, quoi, par affinité et par projection un petit peu de la patte artistique que je cherchais pour telle ou telle série. Et quand est venu le temps de voir une série d'animation, les légendaires, si j'en parle, c'est parce que j'ai souvent été amené à échanger avec des dessinateurs qui ont vu leurs œuvres se faire adapter. Ouais. Et souvent, il y en a qui... Je fais malheureusement partie des auteurs qui ont un petit peu grassé les dents. Oui, voilà. Parce que si au départ, le contact était plutôt bien passé avec l'équipe créative et tout ça, en fait, très vite, durant toute la production de la série animée, j'ai eu très peu d'implication. J'avais du mal à proposer des choses. Je proposais plein de choses, mais je proposais des choses qui rapprochaient l'animé de l'esprit de la BD. Et à chaque fois, on me disait, oh non, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un truc pour les plus petits, tout ça. Donc, les légendaires, c'est une introduction à l'univers des légendaires, mais c'est pour les tout petits, en fait. Oui. Et moi, à chaque fois que je proposais quelque chose d'un peu plus poignant, d'un peu plus d'intensité, là, on me sortait le mot, oh non, anxiogène. Faut surtout pas que ça fasse peur aux enfants et tout ça. Donc, fallait pas les inquiéter, fallait pas les brusquer, fallait les conforter, les caresser dans le sens du poil. Il y avait même... financé par une grande chaîne? Oui, c'était TF1. C'était TF1 qui a diffusé la série, puis ensuite Canal J, Netflix, ils se sont un peu renvoyés la balle, et tant mieux, parce que du coup, ça a quand même fait que certains des lecteurs des légendaires ont connu les légendaires grâce aux dessins animés. Ça a quand même eu ces mérites-là. Mais c'est vrai que même le côté feuilletonnant, ils en voulaient pas. Ils voulaient pas que les épisodes se suivent. Ils voulaient vraiment que ce soit interchangeable. On peut regarder le 4e, puis le 5e, puis le 20e, dans n'importe quel ordre. Ils voulaient pas que les fans aient besoin de suivre la série pour comprendre. Même, il y a même pas d'épisode pilote, en fait. Le premier épisode est complètement interchangeable avec tout le reste. Et la seule fois où j'ai obtenu d'écrire 2 épisodes, c'était un double épisode. Justement, je savais que dans la série, il y aurait un double épisode, donc une seule histoire en double épisode. Je me suis dit, là, il y a de quoi raconter quelque chose. Et j'ai demandé, laissez-moi écrire ce double épisode. Et ils m'ont dit, oui, d'accord, pas de problème, fais-toi plaisir, écris-nous. Alors moi, j'étais très content, j'ai fait une histoire, voilà, qui me ressemblait un peu plus. Et puis quand j'ai soumis ça, ils m'ont dit, ah non, désolé, ça fait pas assez légendaire. Ah là là. Et là, j'ai compris que Patrick, c'est bon, allez, tu laisses passer, c'est plus la peine d'insister. Donc tu comprends, voilà, c'est ça. Quand l'auteur lui-même dit que ça ressemble pas assez à son œuvre. Oui. Voilà. J'ai interviewé Arleston, il a vécu la même chose avec
Donc, ouais. C'était, Non, malheureusement, voilà, il y avait des très belles choses, il y avait quand même des bons épisodes, hein. Et puis, graphiquement, c'était assez proche de la BD, c'était très coloré. Il y avait du budget, il y avait des jolis décors, mais voilà, le public auquel TF1 a destiné la série n'a pas accroché, hein, et les fans ne s'y sont pas retrouvés non plus. Mais ce qui est fou en plus, c'est que parce que quand même, les légendaires ont pour inspiration principale des animés shonen cultes des années 80-90, Saint Seiya, Dragon Ball, qui sont des formes épisodiques avec des disparitions, du conflit, etc. Non, pour le coup, c'était vraiment la licence qui les intéressait, mais pas le fond, quoi. Oui, mais en fait, parce que ça soit TF1, France 2, ou c'est même quelque chose que j'avais entendu à l'époque où Ankama faisait Wakfu, et il y avait... Wakfu, c'est plutôt chouette. Oui, hein. C'est chouette, mais c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont dû batailler pour que l'ADN de ce qu'ils voulaient reste... Parce qu'à un moment donné, moi, je regardais Wakfu, je dis c'est comme ça que je veux la série. C'était à peu près mon moment, d'ailleurs. Oui. Et puis, quand j'ai vu Wakfu, moi, j'ai contacté la production du dessin animé, je dis on peut faire comme ça? J'avais même, moi, contacté, auparavant, je me souviens, non, j'avais moi-même contacté Ankama en leur disant, j'adore Wakfu, moi je fais les légendaires, est-ce que ça vous dit qu'on travaille ensemble, quoi? Ils m'ont jamais répondu. De toute façon, ça n'a pas été possible. Ankama étant une maison concurrente des éditions Delcourt. Et en plus, ils avaient... Et ils travaillaient que sur leur propre projet, leur propre licence. Mais c'est dire à quel point j'estimais Wakfu. Je me dis, votre savoir-faire, les légendaires, on pourrait faire un truc démentiel, quoi. Mais bon, ça s'est pas fait. Évidemment. Mais... va sortir à la courant fin janvier. Fin janvier, le 28. Le film d'animation Les Légendaires. Alors là, c'est carrément le là, on passe à un échelon au-dessus. On saute même quelques marches. Hein, et donc, comment ça s'est fait? Comment est né ça s'est fait, pour le coup, d'un peu près de la même manière que s'est fait la série animée, c'est-à-dire que c'est la production. Pour le coup, là, c'était Nathalie Gastaldo, la productrice de la Pan-Européenne, qui est venue frapper à la porte des éditions Delcourt parce que son fils était très fan de la BD. Et son fils a dit tu devrais faire un film avec les légendaires, maman. Donc, elle est venue prendre la température, entre guillemets. Elle pensait peut-être que la licence était déjà prise en tout cas. Donc, elle vient voir les éditions Delcourt et puis elle dit voilà, j'aimerais bien faire un film des légendaires. Puis là, Guy Delcourt sort de la pièce, va frapper à une autre porte des locaux. Patrick, tu peux venir, s'il te plaît? Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. J'étais de passage, vraiment gros hasard, dans les bureaux des éditions Delcourt. Le contrat était déjà prêt dans une autre pièce. Non, mais il y a quand même eu une belle concordance des étoiles, comme dirait le réalisateur du film des légendaires. C'est, en fin de compte, j'étais présent à ce moment-là, donc très vite, on est rentré dans le bain. Elle m'a dit, je veux faire un film des légendaires. 5 valeureux héros. Les légendaires. S'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Tandis qu'ils affrontaient le sorcier, la pierre de Jovenia se brisa, condamnant nos peuples à vivre dans des corps d'enfants pour l'éternité. Si seulement quelqu'un pouvait inverser ce sort. Salut! Non, Jimmy, on a un gros problème. T'as 10 secondes. Notre seule erreur a été de nous séparer. Danaël, tu dois réunir les légendaires. Je peux pas y aller tout seul. T'as peur de croiser ton ex? Est-ce que le si courageux Danaël compte m'expliquer pourquoi il m'a ghosté pendant 2 ans? Les légendaires sont de retour. Un câlin pour fêter ça? C'est Darkel. Il est temps d'unifier les peuples d'Alysia sous une seule et même bannière. À 3, on attaque. En avant. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas dit un. Voici le temps des sorties. En 3 mots, dangereux, efficace, super cool. Ça en fait 4, gros malin. Suivre les étoiles, devenir légendaire. De la magie noire. Ensemble raviver. Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. La lumière. C'est pas génial d'être à nouveau tous ensemble? J'aurais dû rester chez moi. Puis alors au départ, ils voulaient faire du live action par contre. C'était pas pour un film d'animation, c'était vraiment avec des vrais acteurs quoi. Ouais, au départ, c'était plutôt ça qu'elle avait en tête et là avec des enfants donc avec tout un casting d'enfants quoi, c'était la guerre des boutons et en Heroic Fantasy quoi. Remarque, sur le papier,
Franchement, Alors c'est pas peut-être mal. peut-être sur le papier, mais en fait moi j'ai vu très vite des soucis que j'ai. Mais il y aurait des soucis de Ouais, budget. voilà. Il y aurait des gros Alors, soucis oui, de budget. déjà voilà, avant de rendre un univers crédible, celui des légendaires en live, on n'a pas le budget du Seigneur Oui. des Anneaux. Oui. Les costumes, autant ça peut donner bien en animé, mais en live ça aurait fait trop cosplay, Oui. fête carnaval quoi. Et puis surtout, je me suis dit, si on fait un 2, on pourra même pas reprendre les mêmes gamins, parce qu'ils auront grandi entre-temps. Mais oui, évidemment. Entre les deux Oui. films, et on pourrait plus utiliser les mêmes gamins, il faudrait changer de casting tous les films, quoi. Ce serait assez fou. Donc, très vite, en fait, au bout de 10 minutes de discussion, on a compris que c'était un film d'animation qu'il faudrait faire. 3D, ça nous a semblé assez logique, parce que c'était la tendance du moment, et franchement, quand c'est bien fait visuellement, ça peut être top. Et puis voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. On m'a même proposé, pour le coup, d'écrire la première version du scénario, donc j'étais tout fier. Hein. Pour une fois, c'est pas moi qui insistais. Sauf que bon, le scénario que j'avais écrit, lui, adaptait un peu trop fidèlement justement les premiers tomes, et c'était clairement pas ça que cherchait la production. Elle voulait plutôt partir sur une histoire originale, mais qui serve aussi d'introduction à l'univers des légendaires. Oui. Donc a été recruté Antoine Chomsky, le scénariste, voilà, exactement, Copain qui qui joue dans Les Princesses Leia Exactement. aux côtés de mon et camarade qui en plus d'être scénariste est également doubleur, donc Doubleur, il fait la oui. voix de Griff. Oui. Alors c'était l'une des premières choses qu'il a demandé. Ah mais lui je vais le doubler lui. C'est Griff, voilà, star du film. Et puis est arrivé le réalisateur Guillaume Vernel qui lui avait également du bagage, hein, puisqu'il avait fait Chasseur de dragons, Oui. plus récemment Spices et Ballerina, donc plutôt un cadre hein, dans le monde de l'animation française. Et tout ce beau petit monde, voilà, a commencé à élaborer le film, quoi. Et donc, quand tu l'as vu, est-ce que là, le créateur, il a pas été dans la même situation que dans la série d'animation? Non. Là, t'étais fier? Et non, et en même temps, c'est moi qui, dès le départ, a dit ça doit être différent. Parce que, justement, là, on tapait dans le dur. On était dans la cour des grands, quand même. Oui. Et on a pensé sortie internationale. On ne voulait pas se limiter à un public francophone juste pour faire plaisir aux fans. C'était pas le but. Donc, du coup, on s'est dit, OK, film francophone, mais renommé, du moins sorti international. Je me suis dit, il faut qu'on sorte du côté manga. Même si c'est ce que moi je revendique dans la BD, je sais très bien qu'en dehors de la France, qui est le deuxième pays le plus consommateur de manga et de Japanimation, on savait qu'avec le graphisme manga, on n'allait pas forcément conquérir le cœur des spectateurs des autres pays. Donc on s'est dit, on va taper sur quelque chose de plus international, de plus occidental dans le style visuel. Et très vite, ce qui nous a semblé être le modèle à atteindre, hein, le barème de qualité, c'était la saga Dragon de DreamWorks. Oui. On s'est dit, voilà, si on arrive à ça, côté écriture, côté réalisation, côté visuel, je pense qu'on aura quelque chose de plutôt pas mal. Et très vite, tout le monde a travaillé en fait dans ces directions. Pas forcément parce qu'il fallait atteindre ce film-là, mais tout simplement parce que c'était déjà dans les envies de chacun. Oui. Guillaume Yvernel, donc le réalisateur, et il nous l'a beaucoup confié ces jours-ci durant la promo du film, c'est qu'à la fois c'est sa première adaptation d'une œuvre. Toutes les autres œuvres étaient des créations originales, mais il dit, et pourtant c'est le film qui me ressemble le plus. Pourquoi ? Parce qu'il a les mêmes influences que moi, il a grandi avec la Japanimation, et très vite il a eu ce côté, ce goût de raconter des histoires graphiques, mais à la fois très cinématographiques. Hein. Quand vous regardez le film des légendaires, vous voyez des angles de vue, des effets de flou, de focale, qu'on ne retrouve en général que dans du film live. Hein. C'est pas du dessin animé, les légendaires, c'est vraiment un film d'animation avant tout, et on a vraiment ce côté cinématographique qu'on n'aurait pas pu avoir sur une série d'animation, par exemple. Oui, donc là, il y a quand même, grosso modo, un bilan très satisfaisant. Il y a de l'ambition, oui. Et puis, alors, c'est vrai que, du coup, il y a eu également une chara-designeuse, Valérie Adida, qui a été recrutée pour retravailler les personnages, justement. Par contre, au départ, c'est vrai que je trouvais qu'elle les retravaillait peut-être un peu trop. Et les premiers croquis que j'ai commencé à voir des personnages, j'ai commencé à avoir la goutte un peu qui perdait son temps, parce que je disais, c'est qui ça ? Des fois, je reconnaissais pas trop mes personnages. Mais en fin de compte, c'était l'histoire de démarrer sur quelque chose. Et à partir de là, on a échangé, on s'est dit, voilà, non, ça, il faut le garder, parce que ça fait quand même partie de l'identité du personnage. Oui. Là, on peut aller plus loin. Et c'est ce qui a donné à la fois ce redesign, cette nouvelle vision de l'univers des légendaires, parce que c'est également dans la partie décor et tout ça que tout a été un peu revisité. Hein. Oui. Vous allez redécouvrir des endroits propres à la BD, mais qui ont été magnifiés par toute l'équipe créative du film.
dans des dimensions que j'aurais jamais pu leur donner dans la BD, quoi. Donc Et puis désormais, les personnages, ils ont une voix aussi. Oui, une voix. Alors là aussi, j'ai beaucoup apprécié. Justement, j'ai beaucoup été impliqué. C'est ça que j'ai apprécié dans le film, c'est que j'ai été beaucoup impliqué. Et du coup, ça m'a un peu changé justement de l'expérience de la série animée. Et c'est qu'ils me demandaient mon avis sur plein de choses pour lesquelles j'étais pas censé être consulté, quoi. Donc ils m'ont demandé pour les voix, qui tu imagines? Est-ce que tu as des idées de doubleurs? Des trucs comme ça. Donc j'ai soumis des noms, des listes. Dans certains ont été retenus justement pour le film, pour ne citer que Dorothée Pousseau, dont j'étais complètement fan et que je voulais absolument dans le film. Harley Quinn, Vanellope. D'ailleurs, c'est mon doublage préféré de Dorothée. Et c'est le sien, j'ai appris récemment, on a discuté. C'est également le personnage peut-être qui lui tient le plus à cœur. Vice versa, également, Anxiété, elle est absolument incroyable. Donc, toute l'équipe de doublage a fait un travail incroyable. Et puis, comme Antoine Chomsky, qui est lui-même doubleur, et la directrice artistique des voix, Céline Ronté, également doubleuse. Enfin, voilà, ils avaient toutes les connaissances qu'il fallait pour faire venir à la fois des pointures du domaine du doublage, mais également des nouveaux venus, comme Élise Tiloloy, qui était essentiellement actrice jusqu'à présent, ou Roman Dodwick, qui est humoriste, mais qui du coup a fait son doublage là et qui a bluffé tout le monde par la qualité de son Danaël, quoi. Donc voilà, puis même au point de vue musical, je suis très fier d'avoir pu amener sur le projet Cécile Corbel, qui avait fait, notamment il y a pas mal d'années, la musique d'un film des studios Ghibli, Arrietty ou Le Petit Monde des Chapardeurs. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais connu son travail. Après, on s'était rencontrés peu de temps après dans un festival, on a sympathisé, et c'est à l'époque où entrait en production la série animée TF1, et je lui avais demandé, est-ce que ça te dirait pas d'écrire le générique de la série animée? Elle avait composé une chanson magnifique, mais qui n'avait jamais été retenue par TF1. Et puis quand est venu le film, je me suis dit, allez, je vais lui reproposer, parce on s'était toujours dit qu'on retravaillerait ensemble. Et puis quand est venu le film, je lui ai dit, écoute, va y avoir un film des légendaires, est-ce que ça te dirait de composer une chanson pour le générique de fin? Elle me dit, oui, je suis partante et tout. Alors du coup, je me suis dit, bon, maintenant je vais en parler à la prod, et c'est là que je m'attendais à ce que ça coince, en fait. Et puis je commence à la sortie d'une réunion avec le réalisateur, écoute, je sais pas si vous avez déjà quelqu'un pour le générique de fin, mais moi je connais une musicienne, une chanteuse, puis je commence à lui expliquer, elle a déjà fait de la BO d'un film d'animation. Cécile Corbel? Et puis voilà, exactement ça. Et puis le réal, Cécile Corbel. Et puis je lui dis, comme il a deviné avec le peu d'indices que je lui ai donné, je dis, oui, c'est elle. Je dis, mais ça fait des années que je bossais avec elle. Et en fin de compte, il avait envie de travailler avec elle sur le film des légendaires. Et moi, je la connaissais. Elle est vraiment super. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer justement sur son travail avec Miyazaki et au studio Ghibli. Et incroyable. Ouais. C'est voilà, et puis en plus ça a tellement bien matché entre elle et le réalisateur que non seulement elle a écrit une chanson pour la fin, mais elle a fait également toute la BO du film. C'est complètement incroyable. Et puis plein de gens à la sortie des avant-premières me disent, oh, la musique incroyable, sans même connaître Cécile Corbel et tout ça, et ça les a marqués. C'est à la manière d'une musique de John Williams qui marque Star Wars, ça fait partie de l'identité de l'univers. Là, elle nous a composé des choses complètement incroyables, quoi. Mais c'est top. Là, du coup, il y a vraiment, franchement, tous les casting d'Avengers. Mais oui, voilà, mais tout, puis même techniquement, évidemment, on a fait avec le budget qu'on avait, qui n'est pas ouf pour un grand film d'animation, entre 14 et 18 millions, ce qui est déjà pas mal en France pour un film d'animation. Mais c'est vrai que on a été beaucoup coincés, limités par rapport à nos envies et ce qu'on pouvait réellement faire avec ce budget. Et Guillaume Evernel, lui, il a trouvé une solution, mais voilà, quasi miraculeuse, parce que du coup, il n'a pas fait le film avec les outils traditionnels 3D comme Maya ou d'autres logiciels plus communément utilisés par un peu tout le monde, DreamWorks, Pixar, tout ça. Lui, il a utilisé le moteur 3D des consoles de jeux vidéo Unreal Engine. Donc, ce qui fait tourner le PlayStation 5, Xbox 360, c'est grâce à ce moteur 3D-là qu'il a fait 90% du film, quoi. Et du coup, ça a permis de débloquer tellement de situations qu'on a pu avoir des rendus visuels et en temps, en coût, en nombre d'animateurs, mais tout a été énormément simple, même si ça a eu des bugs qu'il fallait contourner. Et ça a vraiment permis de décoincer plein de choses. Et du coup, on a quelque chose qui, visuellement, pour moi, sincèrement, il n'y a pas l'équivalent dans l'animation française. Il n'y a que Arcane, pour moi, qui est au-dessus du lot. Avec et là, voilà, ils sont fortiches, justement. Ils ont bien trouvé leur nom. Mais pour le coup, en dehors d'Arcane, bon, après, ça ne veut pas dire que je connais toute la production d'animation en France, mais je pense sincèrement qu'on est dans le haut du panier avec ce film. Oui, mais de toute façon, il y a une richesse
dans l'animation française. Ouais, elle est plus dernièrement, approuvée. Ouais. J'ai vu Arco aussi. Qui est un J'ai pas vu encore. Très très beau film. Ouais, paraît-il, du ouais. coup, bienvenue, Ouais. vraiment. Ouais. Et donc vraiment, on est dans le bon pays. Ouais, pour faire clairement. de l'animation Exactement. dehors, On a les talents. Oui. Et donc là, je reviens vers toi, Patrick, parce que Oui. c'est devenu une énorme franchise, un énorme univers, les légendaires. Ça commence à peser. Oui. Et donc, est-ce que toi, tu te vois encore écrire le scénario de séries dérivées ou une nouvelle étape de la vie des légendaires? Parce qu'il y a aussi, il y a aussi Résistance avec les enfants. Oui, alors faut savoir que si la série principale des légendaires, elle est bien terminée depuis 5-6 ans, tous les spin-offs encore en cours et qui existent depuis quelques années, pour certains, sont toujours en cours de parution. Oui. Donc la partie créative de l'univers des légendaires, j'ai pas attendu le film pour la poursuivre. Hein. Oui. Pour le coup, je scénarise, je storyboard, je fais les chara design de quasiment toutes les séries Même spin-off. sur les séries spin-off. Oui, c'est toujours moi, oui, sur Résistance, sur Origine, sur les Chroniques de Darkel. J'ai encore ce rôle-là, pardon. Après, sur Parodia, Saga, Mission, c'est des BD différentes dans lesquelles ce sont plus les dessinateurs qui font le tout. Mais oui, je suis encore très impliqué. Hein. J'ai plus un rôle de chef d'orchestre maintenant, on va dire. Voilà, c'est plus moi qui joue de la flûte, mais j'ai tous mes musiciens qui font chacun leur partition avec leur style, leur talent. Et moi, je fournis à chacun d'eux les éléments dont ils ont besoin pour poursuivre l'aventure. Donc pour moi, ça s'est jamais vraiment arrêté. La seule différence pour moi, c'est que c'est plus moi au dessin final. C'est plus moi, c'est d'autres artistes, mais je reste au début du processus, on va dire. Et avec le film, et on croise les doigts pour qu'il marche, c'est en passe de devenir voilà. Alors, je peux le dire, je suis convaincu. J'ai des petits lutins à la maison, enfin, ils sont grands maintenant. Et j'ai vu leur réaction quand on a vu les bandes annonces et tout ça. Sois tranquille. Non, franchement, on y croit tous. Oui. Sincèrement, on voit. Enfin, s'il marche pas, on peut pas se dire on aurait dû faire mieux parce qu'on avec ce qu'on pouvait faire, on pouvait pas faire mieux. Franchement, on a donné vraiment notre max. Et si ça prend pas, ça prend pas, mais on comprendrait pas pourquoi ça prendrait pas. Mais pour le coup, pour nous, c'est une franchise maintenant, ce film-là. Hein. C'est-à-dire qu'on est déjà, depuis plusieurs mois, avec le scénariste Anton Chomsky, en train d'écrire le numéro 2. Le numéro 2, oui. D'ailleurs, sans spoiler, il y a une petite scène qui a été rajoutée à la fin du premier qui tease déjà une suite. Hein. Et cette scène a été rajoutée il y a 3-4 mois seulement dans le film. Ça montre à quel point la production croit au succès de ce film-là et à une suite, parce qu'elle en tease une du coup. Hein. Il y a rien de pire que de teaser une suite et puis qu'il y a jamais, quoi. Oui. Donc voilà. Donc pour le coup, on y croit vraiment et on est déjà à fond dedans pour que dans les 3 ans qui viennent, on puisse sortir la suite. Et on pense trilogie déjà dans notre tête. Hein. Donc clairement, c'est en passe de devenir une autre grande étape, mais parallèle à la BD, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas du tout canon à la BD. C'est une autre vision de l'univers des légendaires, un autre graphisme, voilà, c'est ça. Mais on retrouve toute l'essence. Hein. Et ça, j'ai bien insisté dès le départ. Il faut le même cocktail, hein, humour, action, drame, épique, romance également. Tout ça, ça doit être présent dans le film. Et même si j'ai pas écrit le scénario, j'ai quand même travaillé sur quelques scènes, quelques dialogues et tout ça. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai veillé. Voilà, qu'on respecte l'intégrité de l'univers des légendaires. Et c'était également dans le cœur du scénariste et du réalisateur. Et donc, ton prochain projet personnel ? Personnel, c'est toujours les légendaires. Hein, oui. Ça, j'ai pas d'autres envies pour l'instant. Alors évidemment, je vais un peu changer ma casquette si je co-écris davantage pour le cinéma avec la franchise des légendaires. Ce qui va en effet me poser des soucis de planning par rapport à ce travail que je fais déjà pour les albums. Bon, c'est une question de planning plus qu'autre chose. Hein. C'est pas une question d'envie ou de manque d'envie, justement. On pourrait croire que maintenant, toutes les portes me seraient ouvertes pour que je fasse autre chose que les légendaires, mais j'ai même pas envie, quoi. J'ai la naïveté de croire que même 20 ans plus tard, il y a encore plein de choses à réaliser dans l'univers des légendaires. Il y aura des jeux vidéo qui va sortir très prochainement, Roblox, Evolucraft, il y aura l'univers des légendaires sur ces plateformes-là. Donc plein de choses sont en train de se créer simultanément dans l'univers des légendaires. Et puis franchement, si le film rencontre le succès qu'on veut, et surtout à l'international, on va pouvoir penser goodies, merchandising, figurines, plein de choses sont encore envisageables
on attend juste le feu vert en fin de compte pour toutes ces choses-là. C'est pas mal pour une idée dont on n'était pas sûr initialement. Pour une chose qui a été le plus improvisée du monde au départ, c'est assez fou. Ouais. Et est-ce que le Patrick Sobral, le spectateur, lecteur, animateur, amateur d'animation japonaise et de manga, continue de lire pour son plaisir? Oui. Alors j'ai de moins en moins le temps de le faire. Et c'est quoi le dernier coup de cœur? Dernier coup de cœur, qu'est-ce que ça va être? En fait, j'ai lu plein de choses, mais la dernière fois que j'ai vraiment eu un coup de cœur, ça remonte même à quelques années, c'était Death Note. Oui. Là, ça m'a complètement retourné, ce manga-là. J'ai plus jamais rééprouvé la même chose. Je dois lire une vingtaine de séries différentes, mais aucune ne m'a laissé cette même... la plupart des séries que je lis actuellement, en fait, elles s'arrêteraient, je me dirais juste, oh, tant pis. C'est vraiment du plaisir passe-temps. À l'époque de Death Note, c'était genre, à quand le prochain épisode? C'était un peu ça, j'ai vraiment été bluffé. J'ai beau chercher, non, là, il n'y a pas quelque chose qui me transcende à ce point-là assez récemment. Ouais. Et en animé? En animé, pour le coup, je le suis également en manga, une série récente, alors que je trouve plutôt chouette, un peu assez innovante, c'est Gachiakuta. Oui. Et donc ça, c'est nerveux, c'est chouette, et puis il y a un côté, je sais pas, je retrouve un petit peu le shonen d'il y a 10-15 ans. C'est à la fois, c'est simple d'une certaine manière, et ça j'aime bien. Les personnages trop torturés à la Evangelion, ça me déconnecte en fait. J'aime bien les personnages vraiment entiers, vraiment avec une certaine naïveté. Tu sais, ils croient pouvoir changer le monde. Il suffit de le vouloir, et ça j'aime bien ce genre de mentalité, parce que c'est ça qui fait avancer le monde, je crois. C'est des gens qui sortent du lot et qui se disent on peut. Il y a le fameux slogan, je savais pas que c'était impossible, c'est pour ça que un imbécile est venu et qui le savait pas, et il l'a fait. Et il l'a fait. Et moi j'aime bien ce genre de personnage là, parce que justement c'est eux qui font avancer les choses. La naïveté activiste. Ouais, complètement, ouais. Et ben ça sera le mot de la fin. J'étais ravi, Patrick Sobral, merci beaucoup d'avoir participé à ce spin-off spécial légendaire. Allez voir le film, lisez les BD, relisez-les, partagez-les avec vos enfants. Vraiment, comme je le disais toujours en off à Patrick, moi je sais que parler des légendaires avec mes enfants, ça m'a permis de parler de tellement de sujets transversaux avec eux, sororité, comment on le fait, par exemple avec Elisio, le fait... c'est pas seulement une passerelle entre le manga et la BD française, c'est peut-être une passerelle également entre les générations. Avec les générations, exactement. Et c'est des valeurs, et souvent j'entends des parents qui ont mon âge qui disent « Oh mais moi, je lis pas de BD » ou ce genre de choses. Vous passez à côté d'énormément de sujets qu'on peut aborder via ces formidables objets culturels. Donc n'hésitez pas, lisez les légendaires, allez voir les légendaires et plein d'autres choses. De toute façon, je vais vous distribuer une liste, je suis là pour ça. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.